Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce premier programme du week-end. On commence tout de suite avec de la littérature et le roman noir traduit par Barbara Ford, publié aux éditions Agoulo. Il s'intitule Près du mur nord ou Severní zdi en tchèque. Il est signé Petra Kablouchová et c'est le titre du livre tchèque qui a remporté le prix littéraire 2026 des ambassades francophones de Prague, organisé en partenariat avec le Centre littéraire tchèque et l'Alliance française de Brno. Ce prix récompense l'auteur et le traducteur d'un ouvrage tchèque traduit et publié en français au cours de l'année précédente. Dans le cadre du mois de la francophonie, sa remise s'est récemment tenue à l'ambassade du Canada et la principale locataire de cette ambassade, Emily McLaughlin, présidente du groupe des ambassadrices et ambassadeurs francophones de Prague, s'est chargée de récompenser ces nouvelles lauréates. Sur place se trouvait Guillaume Narguet. C'est un livre inspiré de faits historiques réels. Près du mur nord est l'endroit où se trouvent les fosses communes du cimetière de Diablece. C'est une partie du cimetière dont l'accès était interdit. On n'y déversait que les déchets du cimetière et sous le régime communiste, on y jetait dans des fosses communes, car enterrer n'est certainement pas le mot juste, les victimes torturées, exécutées, y compris les femmes qui étaient emprisonnées à la prison de Pankráce et leurs enfants souvent nouveau-nés, qui d'après les pierres tombales ne vivaient généralement qu'1 ou 2 jours et dont le régime se servait soit pour faire chanter ces femmes pour qu'elles signent ce dont il avait besoin, soit les laisser mourir de leur propre chef sans le moindre soin. A nebo je nechával samovolně umírat bez péče, bez léku. Nikdo se již neomlouval a ona už je ani neví. Já pocházím ze Šumavy, což je místo, které leží vlastně na trojí hranici mezi Rakouskem, Německem a Čechami. Originaire de la Šumava, massif de moyenne montagne du sud de la Bohême, à cheval entre l'actuelle République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche, Petra Kablouchová, ravie d'entendre un extrait de la traduction de son livre en français lors de la cérémonie, a grandi dans une région où les frontières, en raison du voisinage avec l'Europe de l'Ouest, faisaient l'objet de la plus grande surveillance dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Et comme l'écrivaine l'explique elle-même, ce sont davantage les petites histoires, souvent épouvantables, dit-elle, de la grande histoire, plutôt que des contes de fées qu'enfant elle a entendu raconter. Ale měla byste si to co nejdřív zkontrolovat, jestli vám náhodou něco nechybí, než přijde někdo. De ses origines à proximité de ce rideau de fer que seules quelques âmes téméraires ont réussi à franchir au péril de leur vie, Petra Kablouchová puise aujourd'hui une grande partie de son inspiration. Et ce, même si c'est donc un cimetière de Prague, ville où elle vit désormais, qui sert de cadre à son premier roman traduit en français, comme l'explique Sarah Vybíralova, responsable de la promotion de la littérature tchèque dans l'espace francophone au Centre littéraire tchèque. C'est un roman tiré des faits réels, un roman histoire, en même temps un polar. Donc c'est une mélange intéressante d'une écriture assez accessible, captivante, et d'une histoire extrêmement sombre et vraie. Et aussi, comme l'a souligné plusieurs fois l'autrice pendant cette soirée, une histoire qui était censée être oubliée. De quelle histoire s'agit-il exactement, là aussi, en quelques mots? Alors, ça se passe à Prague, dans un cimetière effectivement qui est bien connu, le cimetière de Diablece, et dans une zone qui était interdite, oubliée de ce cimetière. C'était une zone de cimetière qui était interdite puisque c'était là-bas que les enfants victimes, des enfants tués étaient enterrés. Il s'agissait des bébés, des mères incarcérées, des mères prisonnières politiques. Et c'était quelque chose justement que le régime voulait cacher. L'autobus était plein de visages ensommeillés. Elle avait du mal à marcher. La fièvre la tenaillait et elle manquait de force. Le ventre douloureux, plein de cette eau qu'on lui avait déjà plusieurs fois retirée, donnait à son visage une expression de Jésus crucifié. Ambassadeur de France à Prague, Stefan Krouza, qui suit des cours hebdomadaires de tchèque, une langue dont il affirme comprendre toujours un peu plus. Stefan Krouza, donc, a lui aussi beaucoup apprécié ce roman.
Un ouvrage qui lui a permis de découvrir tout à la fois une auteure tchèque contemporaine et une page de l'histoire d'un pays où la littérature a toujours occupé une place prépondérante et où il exerce ses fonctions de diplomate. Les autres inspectaient avec application leurs chaussures. En effet lu ce livre, j'ai également lu les 4 autres d'ailleurs, donc mon choix a été raisonné. Et incontestablement, c'est celui-là que j'ai préféré de Petra Klamokova, parce qu'il raconte de manière très prenante et très angoissante, il faut bien le dire, l'histoire vraie de personnes qui ont souffert sous le joug communiste dans les années 50, avec des histoires absolument invraisemblables et extrêmement douloureuses. De trahison, d'espoir, totalement déçu, de tentatives de quitter le pays et tout ça réuni avec une idée dramatique qui était assez astucieuse en fait pour pouvoir réunir toutes ces histoires qui sont tirées de témoignages réels. Et voilà, et c'était un livre aussi très bien traduit que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et donc je suis très heureux qu'il ait gagné le prix. Un prix dont Stéphane Krouza, pour qui Milan Kundera et Václav Havel sont les auteurs tchèques préférés, justifie le bien fondé. D'abord pour s'intéresser à la littérature tchèque, c'est une merveilleuse façon pour nous de nous y intéresser, de pouvoir lire des livres qui nous sont proposés par Tchèque-Lit, et aussi de montrer aux Tchèques l'intérêt qu'il y a à publier dans une autre langue, et cette langue c'est le français. C'est une manière de réunir les ambassadeurs de la francophonie autour d'un projet commun. Et ça permet d'encourager ces échanges intellectuels entre les pays de la francophonie et la République tchèque. Le bus continua à tressauter sur l'asphalte fissuré. À tout instant, quelqu'un la bousculait, lui rentrait brutalement dedans, jusqu'à la faire gémir de douleur. Personne ne s'excusait plus, et elle ne les remarquait même pas. La fièvre lui éteignait peu à peu tous les sens. Suite du programme francophone de Radio Prague International, née en 1947 de parents juifs rescapés de la Shoah, Marcela Maftoul a toujours eu le goût de l'exploration. Traductrice et interprète, elle est partie en 1978 à Paris, où son mari a obtenu un poste à l'université. Dans la capitale française, Marcela a collaboré avec les revues d'exil Svědectví, 150 000 mots et Lettres internationales. À Grenoble, où la famille a déménagé, elle s'est consacrée à l'informatique avant de découvrir la magie de l'hypnose. Aujourd'hui, elle partage, Marcela Maftoul, sa vie entre les deux pays, la France et la Tchéquie. Rediffusion d'un épisode de notre série intitulée Destin d'émigrés. Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Tout ce dont je me souviens, ça allait toujours de mieux en mieux. Mes premiers souvenirs, c'est la deuxième moitié des années 50, les premiers théâtres, petite forme, sémaphore et tout ça. Comme si chaque année, quelque chose se libérait un tout petit peu. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais jeune ou c'était réellement comme ça. Il faudrait regarder les historiens ce qu'ils en disent. Mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que ça allait chaque année de mieux en mieux, jusqu'à 68. J'ai fait mes études à la fac des lettres, la lettre française et russe. Pourquoi j'ai choisi le français? Parce que au lycée, j'avais une prof de tchèque et de français qui était totalement époustouflante. Et elle a su nous inculquer l'amour de la littérature française, des poètes maudits. Quand on a 15 ans, les poètes maudits, on s'en nourrit. J'étais à la fac en 68. En été, on est parti avec mes parents en Italie. On est parti avec un Trabant. Avec une tente pleine de conserves, on avait ce qu'on appelait des vis-à-vis. On avait chacun, je ne sais pas combien, de lire, de marques. Il fallait vivre avec ça. Et on a fait tout un périple de 3 semaines probablement. Et le 20 août, on s'est trouvé à Vienne. Et c'est à Vienne qu'on a appris que le pays était occupé. Moi, je n'avais pas encore l'âge
de décider. Et mes parents hésitaient beaucoup. On est allé en Allemagne pour tenter d'émigrer, puis finalement, au bout de 3 semaines, je pense qu'ils avaient peur. C'est pas évident de recommencer la vie. Pour l'émigration, c'était pas très pratique. Mon père était de formation juridique. Ma mère était de formation enseignante. Ils enseignaient l'allemand, le russe, l'histoire. Quoi faire avec, hein? Ils n'étaient ni ingénieurs, médecins. Ça aurait été difficile. Je pense qu'ils se sont dégonflés. Après, c'était juste l'inverse de ce mouvement ascendant. C'était un mouvement descendant petit à petit. Et ceci était interdit, et cela était interdit. Et voilà. J'étais interprète de conférences. Donc j'étais à mon compte. J'avais pas franchement de chef. J'avais pas... on ne m'obligeait pas à devenir membre de ceci, de cela. Mon mari enseignait à la fac, c'était un peu plus compliqué peut-être pour lui. Et au bout de 10 ans, en 78, on en avait marre. Il n'y avait pas de quoi respirer. Il n'y avait pas de quoi respirer, il n'y avait pas de quoi vivre. C'était étriqué en apnée. On a survécu à 10 ans de normalisation. Je pense que c'était le plus dangereux dans notre vie. Hein. Voilà, et comme ça empirait. Mon mari a demandé l'invitation pour venir enseigner à Paris. À l'époque, on avait déjà un petit garçon de 4 ans et j'étais enceinte. Vous avez des origines juives. Tout à fait. Est-ce que dans votre décision de partir à la base, est-ce que vous pensez que c'est un peu lié à ça, qu'il avait peut-être une certaine peur que ça allait se répéter l'histoire comme dans la Deuxième Guerre Certainement. Oui, c'est un élément très important. Les Juifs en France aujourd'hui, je pense que c'est un sujet tellement douloureux que j'ai même pas envie d'y penser. On avait l'autorisation de venir, on avait le visa officiel de longue durée et l'autorisation de partir. Donc on est parti avec la voiture et ce qui rentrait dans la voiture plus ou moins. Cela dit, j'ai un souvenir très humiliant, il fallait dédouaner tout ce qu'on prenait. Donc les culottes anciennes par exemple, il fallait passer, je ne sais plus combien c'était 3-4 couronnes par culotte de droits de douane. C'est pas mal, hein? Mon mari avait de la famille à Paris. Et donc, on était 3 semaines chez un cousin, puis jusqu'à la fin des vacances, dans l'appartement de la cousine qui est partie en vacances. Et on a réussi à trouver un appart entre-temps. J'ai jusqu'aujourd'hui 2 souvenirs marquants. Et c'est des panneaux de publicité. L'un, c'était le portrait de Le Pen, avec un slogan que j'ai adoré et j'adore jusqu'aujourd'hui. C'était marqué en haut « Les idées que je défends », point d'interrogation. Et en bas « Les vôtres », point d'exclamation. Je trouve ça génial comme message. Les idées que je défends, les vôtres. Et le deuxième, c'était la chope de bière sur un paysage. C'était la pub de Stella Artois. Et le texte publicitaire était « Voilà ce qui donne du relief à mon plat pays ». On a très rapidement pris contact avec le témoignage. C'était un mensuel de migration. Il y avait 3 personnes. Il y avait Tigrid, sa femme Ivanka et Borunka qui était la secrétaire. Et puis il y avait tout un monde qui gravitait autour. C'était la rue du Pont de Lodi, très joli endroit déjà. Après, ils ont déménagé la rue des Petits Champs. Mais la rue du Pont de Lodi, on pouvait venir quand on voulait. Il y avait certainement quelqu'un d'intéressant là-bas. C'était des personnes remarquables, généreuses, intelligentes, cultivées. C'est que des beaux souvenirs. Je travaillais comme traductrice pour la revue. On avait un petit garçon de 4 ans. On lui a offert la France à son anniversaire. C'est le 30 juin, il avait 4 ans. Il y a une fille qui est née 6 mois après. Et après, on a eu un 3e.
Je pense qu'ils se sentent citoyens du monde, du coup, parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas français depuis Vercingétorix. Et du coup, il y en a 2 qui sont partis, qui ont émigré. Il y en a un qui est resté en France. Les 2 autres sont une à Montréal et l'autre à Los Angeles. J'essayais de parler en tchèque, mais il faut de la volonté pour ça. Et je me souviens, quand j'allais chercher mon garçon à l'école, que je lui parlais tchèque, il me disait « Parle-moi en français » parce que les enfants n'aiment pas être différents. J'étais à la charge de mon mari. Mais j'avais le premier bébé français, puis le deuxième bébé français. J'ai commencé à enseigner aussi. J'allaitais dans les pauses. C'était dans l'établissement d'enseignement supérieur. Mon mari avait son labo. Et donc, c'est son technicien qui gardait mon bébé pendant les heures d'enseignement. Et chaque fois, j'arrivais pour allaiter. Donc, j'enseignais, mais c'était précaire. C'était longtemps précaire. J'ai fait un 2A d'études européennes. Puis, tout de suite derrière, la préparation aux Sciences Po pour passer le concours des affaires étrangères. En tout cas, les études étaient très intéressantes. Les études est-européennes, j'avais comme prof des stars de l'époque, Hélène Cardankos, pour l'histoire de la Russie, Yefim Etkind pour la littérature, la théorie de la traduction. C'était de belles années aussi, hein, c'était pas perdu le temps. Je faisais des traductions du russe pour le témoignage, pour 150 000 mots. C'était les Russes contre les Russes. Hein. On ne publiait pas dans le témoignage les Russes je sais pas quoi, pro-communistes, pro-ursistes. Et quand j'enseignais, je demandais à mes étudiants, mais pourquoi vous faites le russe? Et ils me répondaient, la langue n'est pas en cause. La littérature peut être magnifique, splendide, riche, et le peuple peut être ce qu'il est. Tout ça, c'était à Paris. On avait des amis américains. Et nos amis américains sont venus. Lui, il était informaticien. Et donc, je lui racontais mes difficultés d'être indépendante financièrement. Et il m'a dit, tu sais, tu es traductrice. L'informatique, ce n'est qu'une traduction d'un système dans un autre système. Tu verras, ça sera facile pour toi. Forme-toi en informatique, on en a besoin. Et donc, je suis allée à l'agence pour emploi, j'ai pris des cours d'informatique et j'ai trouvé un travail. J'étais contente d'avoir une paye à la fin du mois. Je pense que notre génération, en général, se posait moins la question de est-ce que ça me plaît ce que je fais ou pas. On savait qu'il fallait travailler pour gagner sa vie. Donc, je travaillais à l'université comme informaticienne et c'était l'époque de Minitel. Et donc, un technicien dans notre labo m'a montré qu'on pouvait chercher ci, chercher ça. Et à l'époque, mon mari avait des collègues qui travaillaient dans les institutions internationales. Et on venait de visiter un de ses copains qui s'appelait Howard, qui travaillait à Reading dans le Medium Very Forecast Organization. J'ai beaucoup aimé ces organisations internationales, on y gagne bien sa vie, on a des collègues intéressants de tous les pays et les enfants apprennent des langues étrangères. Donc je me suis dit, ça serait bien que mon mari en trouve un poste comme ça et je cherchais sur Minitel à l'époque. Et je suis tombée sur un poste à Grenoble dans une entreprise. À l'époque, c'était Merlin-Gérin, aujourd'hui c'est Schneider Electric. Et donc je l'ai emmené à la maison, il a postulé et on lui a répondu quasi immédiatement. À Paris, tout tombe, toute la culture, tout tombe tout cuit dans la bouche. Ici, il faut tout créer soi-même. Donc on a créé une chorale, on a créé une association. Les gens étaient tous en basket. Effectivement, il n'y avait pas de talons. Je pense que mon mari était content, le poste était intéressant. J'étais fonctionnaire de l'État. Je ne pouvais pas être licenciée.
Mais il fallait trouver le poste, donc il fallait trouver la mutation. Du coup, j'ai mis 8 ans, je pense, pour trouver un poste à l'université. J'ai trouvé un poste à l'université d'informaticienne en 2000. Et avant, justement, comme je n'avais pas de poste, j'ai fait une formation ça s'appelle DHT, Diplôme des hautes études technologiques de conception multimédia. J'adore étudier, je pourrais étudier tout le temps. Après, j'ai commencé à travailler comme informaticienne et après, c'était le début de e-learning. Je suis devenue ingénieure e-learning à l'université. Et donc, j'enseignais aux étudiants et aux enseignants comment concevoir les projets e-learning. J'avais toujours quelques enseignants qui venaient pour ces formations en disant « Ouais, mais moi, la technologie, c'est 2 choses différentes, j'apprendrai jamais, etc. » Et j'ai une amie sage-femme à Grenoble qui, à l'époque, c'était 2012-2013, elle faisait une formation d'hypnose pour enseigner aux femmes comment accoucher sans douleur. Elle m'a dit, ah oui, je lui ai raconté ça, je lui ai dit, tu te rends compte, ils n'entrent même pas dans la pièce, et ils savent déjà qu'ils n'apprendraient pas. Elle m'a dit, tu sais, c'est des croyances limitantes, viens avec moi à la formation d'hypnose où tu apprendras comment leur enlever ça. J'ai fait la première formation d'hypnose, j'étais encore salariée à l'université. Et après, quand je suis partie à la retraite, j'ai fait les cycles complets. Mon mari a commencé à enseigner à l'université à Prague. Du coup, l'année universitaire, on est à Prague et les vacances universitaires, on est ici. Et quand on dit « je suis hypnotiseuse », en France, on vous dira « est-ce que je peux essayer ? Est-ce que ça va marcher avec moi ?» Et la peur est « ça ne va pas marcher avec moi ». En Tchéquie, c'est « est-ce que je dois avoir peur ? Est-ce que tu vas m'influencer ?» Voilà, donc l'accueil est totalement différent, mais comme je fais j'appelle ça les rencontres hypnotiques, comment atteindre le bien-être mental grâce à l'auto-hypnose. J'organise ça dans plusieurs endroits à Prague, donc chaque fois quand une personne me dit oh, « est-ce que je dois avoir peur ?» Je dis écoute, viens voir. Et je traduis le livre sur hypnose de français en tchèque. Au moins depuis 2018, j'ai l'impression de vivre 2 vies parallèles. Je peux vous raconter ma dernière expérience qui m'a beaucoup plu. J'étais au mois de mai à la foire du livre à Prague. Donc il y a plein de conférences et il y a des conférences qui sont données dans des langues différentes avec éventuellement la traduction simultanée, le casque et tout ça. Je suis allée, le premier jour, il y avait Olga Tokarczuk qui est polonaise. Et je parle polonais. Et donc, j'ai écouté Olga Tokarczuk en polonais. C'était la première fois que j'étais à 2 pas d'un prix Nobel, quand même. Hein. Ensuite, je suis allée voir la conférence de... je ne trouverai pas le nom de l'écrivaine française. Elle a écrit l'histoire d'une maison à Paris. Elle a parlé français et j'étais avec elle dans son pays. Et puis il y avait c'est un Biélorusse, je crois, dont j'ai oublié le nom aussi, mais qui a parlé russe. Et j'étais avec lui dans son pays aussi. Et je me suis dit, quelle chance j'ai dans ma vie d'avoir cette richesse-là, d'avoir plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs compréhensions de la vie. Donc j'ai comme impression de vivre 2 temps dans un. À mon âge, c'est pas mal, hein? Marcella Maftoul, rediffusion d'un épisode de notre podcast intitulé Destin d'émigrés, émigrés
EES, un podcast que nous reprendrons incessamment sous peu avec de nouveaux épisodes et de nouveaux parcours de femmes tchécoslovaques parties en France. Voilà pour l'essentiel du programme de la journée. Vous le savez, vous pouvez participer à notre nouvelle série qui donne la parole à nos auditeurs. Il suffit pour cela d'aller jeter un coup d'œil sur notre site français.radio.cz ou de nous écrire un mail à l'adresse radioprague90@gmail.com. On se retrouve également sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, Blue Sky, X, j'en passe et des meilleurs. Et sinon, demain, même fréquence pour le programme musical avec au programme la Rusalka d'Antonín Dvořák. Très bon week-end où que vous soyez dans le monde. Ahoj, naslyšenou.